Ok, bah écoute, on va donc pouvoir y aller. Je te remercie Franck d'être là ce soir pour cette nouvelle vidéo de French Wargaming au format Gueule de Wargamer. L'idée ce soir, c'est d'aborder avec toi déjà le wargaming en France, tes pratiques, qui tu es, etc. Mais aussi de voir un petit peu ce que c'est que le wargame en compétitif, qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne. Donc déjà, si tu peux te présenter pour que tout le monde sache un petit peu à qui il a affaire, ce serait super. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui regarderont la vidéo. Et moi, je m'appelle Franck Rondepierre. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Et ça fait un petit moment que je fais des gros jeux de société. C'est arrivé petit à petit quand j'ai commencé la vie active. Et au fur et à mesure, j'ai mangé de plus en plus de choses et puis, surtout, je me suis mis à organiser, des petits tournois pour, jouer aux jeux que j'aime bien, et notamment, j'organise le tournoi de Twilight Struggle. Alors au début, je l'organisais en physique et puis, il y a eu le covid, donc on a fait ça, à distance, en numérique et c'est comme ça que j'en suis arrivé là où j'en suis, quoi. D'accord, on va en parler un peu plus tard du tournoi, ne t'inquiète On pas. va parler un petit peu de tout ça, oui, j'imagine. Et puis sinon, j'ai un petit garçon, qui est pas très loin, qui va peut-être venir, dans la vidéo et puis voilà quoi, voilà qui je suis à peu près. D'accord, tu nous as parlé des jeux de société. Comment t'es tombé dans le wargame? Un peu par hasard, vraiment je pense que, Twilight Struggle, c'est vraiment le jeu le plus wargame par lequel j'ai pu commencer quoi et on trouvait la boîte super moche avec un copain qui l'avait acheté, mais le jeu était quand même super bien noté sur Board Game Geek. Donc on s'est dit que, faudrait quand même qu'un jour on y joue et il est resté sur cette fameuse pile de la honte des jeux qu'on a achetés mais auxquels on n'a pas encore joué, pendant pas loin de 2 ans je pense, chez mon pote. Avant qu'on le sorte un jour et puis qu'on se dise: «Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là?» Parce que moi à la base, j'aimais bien les gros jeux, mais j'étais plus sur des jeux, un peu assez calculatoires à l'allemande où on va optimiser des stratégies, des ressources, faire différentes choses. Mais on a quand même eu un jeu qu'on a beaucoup aimé, qui est pas si loin que ça du wargame, qui est, Civilization de Sid Meier, celui sorti en 2010. Donc J'ai ça, demandé on lequel parce qu'il y a eu pas mal de versions. oui, il y en a eu beaucoup et même des, Sid Meier's, il y en a eu 2. Il y en a eu un au début des années 2000 et un en 2010, mais ça reste c'était vraiment nos jeux de cœur notre jeu de cœur avec le groupe de copains. Et je pense qu'on a fait une bonne vingtaine de peut-être même 25 je crois au total. C'est d'ailleurs à travers ce jeu-là qu'on a commencé à faire des stats sur les jeux auxquels on jouait, en fait. Qui gagne avec quelle faction, combien de parties on a fait dans l'année, avec qui on a joué, combien de jeux on a découvert, est-ce qu'on joue beaucoup au même jeu? Et on avait un petit peu, différents styles de façon de jouer, mais donc pour revenir à la question, donc c'est vraiment Twilight Struggle, le premier gros jeu, un peu orienté wargame et dans la même lignée, donc là, c'était la découverte des jeux pilotés par les cartes. On s'est lancé dans, Here I Stand et Virgin Queen. Donc ça, c'est moi qui les avais achetés et la première session a été assez épique. On a fait la game, d'une traite. On a joué 17 heures d'affilée. On avait commencé sur le coup des 11 heures ou midi je sais plus, un truc comme ça et on a fini vers 7 heures du matin. Alors, je me souviens que ça avait été épique quand même. Ouais, le truc, c'est que si tes potes ont apprécié la partie, malgré les conditions, tu sais que tu peux les garder ceux-là. Ouais. Et puis, mais pourtant il y en a avec qui on n'a pas rejoué et puis après qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai eu, l'occasion de croiser un très bon copain à moi qui s'appelle Gonzague et qui lui est encore plus dans le wargame donc là j'ai découvert pas mal de choses aussi, mais je reste plus sur ce qu'ils appellent les wartos en fait, les jeux de plateau, jeux de guerre,
Il y a eu, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu, connaître comme ça? Bah, c'était à travers, un événement qui était génial, qui s'appelait les Open de Paris des jeux d'histoire. Donc c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses et vraiment ma limite, ça a été, comment ça s'appelle ce jeu? Barbarossa to Berlin. Vraiment un jeu, avec des hexagones et tout là, je sens que, il faut que je m'accroche un peu pour, rentrer dans ce style de jeu, c'est moins naturel pour moi. Mais des wargames, j'ai bien aimé aussi, Labyrinthe, un peu pré-découvert dans la foulée de Twilight Struggle, puisqu'il avait l'écho d'être un jeu un peu similaire et j'ai organisé des tournois de Labyrinthe pendant l'Open de Paris des jeux d'histoire. J'aime beaucoup aussi, c'est dommage, c'est que j'ai moins l'occasion d'y jouer et puis derrière Labyrinthe, j'ai fait quelques coins, j'ai testé, Distant Plain plusieurs fois, où on était un peu déçus parce que c'était toujours les Américains qui gagnaient. On sentait une petite asymétrie dans l'équilibre des factions, mais c'est vrai un truc que j'adore moi dans les jeux d'histoire, c'est justement de retrouver l'histoire, ludiquement, ouais. Je sais pas si c'était dans les questions, qui étaient préparées, mais Non, c'est non. vraiment, un truc, qui moi, bah, m'a fait découvrir plein de choses, et plus on en apprend, plus on a envie d'en apprendre. Twilight Struggle, c'était la première chose comme ça où, c'est un super jeu, mais c'est aussi une découverte de l'histoire de ce qu'a marqué, la guerre froide. Alors, évidemment, c'est un jeu, qui a le prisme, l'angle de vue de ses auteurs, quand on pense à la carte, de Gaulle, on se dit: «Bon, je sais pas si on l'aurait fait comme ça si on avait été français», où, il enlève que 2 points, des Américains et il remet un point pour les Soviétiques. Alors que De Gaulle était plutôt neutre, mais avec le temps, j'ai aussi appris à me dire: «Oui, mais à cette époque-là, le parti communiste était très fort, très proche de Moscou». Donc, est-ce que c'est vraiment la carte De Gaulle ou est-ce que c'est la situation française à cette époque-là, vue plus généralement? Donc ça, c'était pour les choses qu'on connaissait, mais il y a eu tellement de cartes Aldrichsheim que je connaissais pas du tout, le blocus de Berlin, j'en avais jamais entendu parler. Il y a eu énormément de cartes comme ça que j'ai découverte et c'est pas le seul jeu, d'histoire qui m'a procuré, ces sensations-là, je pense aussi à, comment ça s'appelle? Res Publica Romana, un monument, ludique, un énorme travail de l'auteur, sur, se renseigner sur la période de la République romaine et justement, c'est une période que je connaissais pas moi, j'avais vaguement entendu parler de l'Empire romain, de Jules César et tout ça. Imaginer qu'il y avait eu, une énorme période de république, avant tout ça, comment c'était organisé, c'est passionnant et puis quand on lit les petites notes, dans le livret de règles de l'auteur où il explique pourquoi il a fait certains choix et tout ça, enfin c'est génial, découvrir que le Pontifex Maximus, par exemple, c'était une forme de religion avant le pape, quoi et plein de choses comme ça qui sont géniales à découvrir. Pareil, avec, Einstein, Virgin Queen, le XVIe siècle, je m'étais jamais intéressé. C'est, à travers les jeux de société où je me suis dit: «Tiens, bah, ce jeu, il a bonne presse, je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne» et grâce à ça, on apprend, bah, un énorme morceau de l'histoire, en Europe, quoi, donc c'est assez cool ça. Ouais, je note que tu as une petite préférence pour les jeux où tu peux tester ton amitié avec les potes, et les trahisons qui peuvent naître. Alors ça, c'est un vrai truc aussi, c'est que, j'adore découvrir les gens à travers, le jeu de société, en fait. Et c'est, pas si éloigné que ça du jeu compétitif, c'est-à-dire que, bah, quand tu affrontes un adversaire, c'est pas qu'une histoire de compétition, c'est aussi une découverte entre 2 personnes, même peut-être des gens avec qui, on a déjà joué, qu'on connaît déjà un peu, mais on va les découvrir sous une autre facette. On va voir certains choix qu'ils font qui seront pas forcément les miens ou qui seront les miens peut-être aussi. Donc ça, je vais me dire: «Ah bah tiens, on est sur les mêmes longueurs d'onde» ou au contraire, il pense différemment de moi, mais peut-être que sa pensée, elle est plus intéressante que la mienne. Peut-être que moi, j'étais allé à la facilité, que je m'étais,
arrêter à la première pensée, aux préjugés et tout et je me dis: «Ah oui, lui, il voit, quelque chose d'autre», et puis il y a aussi, découvrir des gens, qui sont experts, qui est intéressant, mais il y a aussi découvrir des gens qui sont débutants, le faire partager, un peu notre émerveillement ou notre passion pour un jeu et puis voir aussi, comment un œil naïf, un œil nouveau appréhende la question. C'est pas toujours inintéressant. Il y a des fois des petites pépites, qui peuvent être trouvées, alors évidemment, il y aura aussi beaucoup d'erreurs, mais c'est intéressant aussi heu, d'ouvrir les yeux aux gens, de leur dire: «Bon, bah, là, tu as fait ce choix-là, mais c'était pas forcément le plus pertinent à cause de telle raison», de l'expliquer et puis de partager ces découvertes, et il y a aussi eu une période où moi j'étais complètement novice et c'est comme ça qu'on a abordé, Twilight Struggle, avec mon pote quand on a ouvert la boîte et c'était incroyable, faire des énormes erreurs, de tester, si on allait contre le sens de l'histoire, quelles étaient les conséquences? Est-ce que le jeu, avait prévu quelques mécanismes, soit pour punir, soit justement pour recoller à l'histoire, pas faire complètement n'importe quoi et donc bon, bah, on a fait une ou 2 parties où on a eu mal, où on a découvert, plein de choses sur le jeu et c'est comme ça qu'on a grandi ensemble. C'était très intéressant de monter à 2, de faire, une partie en se disant: «Ah, tu m'as eu, mais j'ai bien compris comment tu avais gagné la prochaine partie, ça se passera différemment, crois-moi» et effectivement, ça se passe différemment, mais toi, tu as, mis en place une nouvelle stratégie, mais l'autre en face aussi a mis une nouvelle stratégie et au final, tu as pas forcément eu une stratégie gagnante la deuxième fois. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et de découvertes, des gens qui est vraiment sympa aussi, J'aime bien le wargame et le jeu de manière générale comme outil sociologique pour découvrir les autres. Oui, Je vais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de découvrir l'histoire à travers les jeux. Je sais que ouais. je me reconnais totalement là-dessus parce que souvent j'ai alors soit des a priori, soit une petite connaissance quand je commence un nouveau jeu, et quasiment systématiquement, je vais aller chercher un bon bouquin sur ce sujet-là pour en fait comprendre ce qui se passe et ce qui se cache derrière le jeu, le théâtre ou les cartes. Je sais que par exemple, ça m'avait fait ça pour Bayonet and Tomahawks, ou la guerre Mmh. de 7 ans. J'y avais joué vite fait sur un ou deux autres jeux, j'en avais entendu vite fait parler, et derrière, je me suis dit, attends, il y a quand même un truc à creuser, et découvrir du coup à travers le jeu une période de l'histoire, ça permet aussi ensuite derrière de resituer le jeu justement dans cette période. Je reprends l'exemple de Bayonetta and Tomahawks, où au final, le jeu ne se déroule qu'en Amérique. La guerre de 7 ans, bah, c'est quasiment la première guerre mondiale, si on peut dire. Euh, et en fait, on voit que la guerre naît en Amérique. Du coup, ça contextualise énormément le jeu en lui-même, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu cherches dans un jeu, ou est-ce que c'est tu profites d'un jeu pour dire attends, j'ai envie de creuser ce truc-là. Non, c'est vraiment le hasard. Alors, je sais pas si toi, tu prends le bouquin a priori en sachant que tu vas jouer à un jeu, mais moi, ça serait plutôt, l'inverse, en fait, j'ai un bon jeu, que j'ai apprécié, qui m'est tombé dans les mains un peu par hasard et c'est là où ça m'accroche et c'est là où j'ai envie d'y rejouer et j'ai envie de connaître la période. Déjà, souvent, ce qui est génial, c'est que, Twilight Struggle, c'est un petit peu l'exception d'un jeu où on joue à 2, mais, où tu où quand tu peux jouer, plusieurs factions différentes et jouer à plusieurs, bah, tu as envie de tester, les autres points de vue, en fait. Moi, j'ai fait ma partie, j'avais mon point de vue, je voyais mes limites, je trouvais ça scandaleux ce que l'autre avait fait à côté de moi en me trahissant et puis si j'avais joué à sa place, bah, peut-être j'aurais fait exactement la même chose, peut-être même pire, j'aurais peut-être été plus cruel et j'aurais eu c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est avoir, d'autres yeux, en fait, me mettre, à la place, à une autre position géographique déjà, c'est énorme parce que, on voit quelles sont les frontières, on voit ce qui est naturel, ce qui est pas naturel, on voit qui sont nos voisins. Donc, ça retraduit beaucoup de choses et c'est plus après coup, en fait, que je vais creuser, après avoir découvert un et j'aime bien aussi me laisser la surprise, en fait, du jeu de société, quoi et passé la première surprise, je vais creuser, la stratégie, je vais essayer de me renseigner pour comment faire pour gagner
et puis, creuser aussi l'histoire, par ailleurs, quoi. Je l'ai fait pas mal pour, Twilight Struggle, parce qu'il y a une application, qui a été développée il y a déjà quelque temps maintenant, qui est disponible sur Steam et sur les téléphones, et c'est un côté un peu jeu vidéo, et donc ils ont mis des effets sonores qui sont très sympas avec des extraits de discours à gauche, à droite, et donc je m'étais amusé à essayer de les retrouver, un par un discours de Fidel, un discours de Staline, de Kennedy et tout ça. Enfin, on entend beaucoup de choses, quoi. Voilà le petit bonhomme. Tout le monde te voit, hein, tu es sur internet. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus non Ah oui, plus. si, que je disais que je m'étais amusé à faire des recherches, sur internet. J'en ai d'ailleurs Oui. refait une, On c'est était pas sur plus les tard. discours de Staline et de Castro. Ouais, qui sont dans le jeu. Essaye de retrouver les extraits YouTube avec, après du coup, comme ça on a les transcriptions, et j'ai fait une recherche pas plus tard que cet après-midi qui est très drôle, où, il y a, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais il y a une petite extension à Twilight Struggle qui s'appelle Turn Zero, et qui rajoute aussi, quelques cartes, dont une qui s'appelle, Stanislas Petrov, avec une photo, en fait. Et cette photo c'est pas Stanislas Petrov, c'est, une autre photo c'est Vassili Arkhipov, si je me trompe pas, et ce sont tous les 2 personnes qui sont russes, qui ont, empêché, une guerre nucléaire, à leur époque. Sauf que ce sont 2 époques complètement différentes. Celui qui est en l'illustration, la photo, c'était un officier, sous-marinier pendant la crise des missiles de Cuba. Donc il était dans son sous-marin, et ils commençaient, tous à avoir très chaud à l'intérieur et à perdre un peu leur sang-froid et à se dire: «Bon, on va se faire canarder, on va leur lancer une torpille, nucléaire, aux Américains, ça leur apprendra», et donc lui, il a dit non, et l'autre, Stanislav Petrov, en fait, c'est, en 83, donc c'est, 20 ans plus tard, et il voit sur son radar, des anomalies qui ressemblent à une attaque de missile, et on lui donne l'ordre de faire une riposte nucléaire, et il refuse. En fait, il dit, «Si ça avait été une vraie attaque, des Américains, on n'aurait pas eu, 3-4 anomalies, on en aurait eu, des centaines, et ça aurait été plus violent que ça». Donc il a désobéi à un ordre en disant: «Non, bah, j'envoie pas la riposte», et donc ça a permis, de sauver un peu l'humanité, qu'on parte pas dans une guerre nucléaire. Et ça, si j'avais pas eu le jeu, c'est des histoires à laquelle je serais passé complètement à côté, en fait, c'est des jeux ouais. Ouais, Les cartes de jeu pour apprendre l'histoire et les petites histoires. C'est beau ça. ouais. C'est beau. On en a parlé déjà plusieurs fois et c'est assez central dans notre discussion. Donc tu as été champion de France de Twilight Struggle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionnent ces championnats? Alors il y a eu, comme je disais, il y avait, au tout début, quand j'ai commencé à organiser les tournois, c'était un peu par hasard. En fait, je voulais participer à un tournoi, à l'Open de France, des jeux d'histoire, et bah, on m'a dit: «Il y a plus personne, faut que tu l'organises si tu veux, participer au tournoi». Donc j'avais pas grand-chose à faire d'autre que faire, une structure avec des feuilles de match, parce que, j'avais, l'allocation de la salle qui était, déjà gérée par, l'événement, et ils mettaient des tables, à disposition. Donc ça a été, la 1re le premier format, et je savais pas combien on allait être, et la première fois, je crois qu'on a été 16. Donc j'avais fait un système de ronde suisse où, bah, au début, tout le monde affronte, enfin, au début, il y a une première ronde, et puis, à chaque fois qu'on avance, bah, on met les meilleurs ensemble jusqu'à dégager un vainqueur, et suite à ça, juste avant le covid, je crois que c'était en 2019, bah, j'ai entendu parler des tournois internationaux qu'il y avait, qui se faisaient en ligne, liés à Twilight Struggle, qui avaient été repris par, un Portugais qui s'appelle Luis Rubio, qui a fait un travail monstrueux de, forger une communauté, de faire des énormes, feuilles de match, à l'aide des feuilles Excel. En fait, c'est vrai qu'on
On a maintenant pas mal de technologies pour aider à monter les structures et puis à contacter les gens à gauche, à droite. Il y avait l'application en ligne qui facilitait, grandement aussi le fait de jouer avec des gens à l'autre bout du monde et donc bah, je me suis inspiré de ça. En fait, je crois que juste après la première re saison internationale, qui était une sorte de revival, en fait, parce que donc ça s'appelle ITSL. C'est, International Tournament, Twilight Struggle League. Je crois pas qu'il y ait tournament, c'est International Twilight Struggle League, ouais, c'est ça et qui date, peut-être de 2005 ou 2006, donc c'était assez ancien et ça avait eu, un trou au milieu des années 2010 et donc c'était le revival. Je voyais la structure sous forme de phase de poule, parce qu'il y avait énormément de gens et il y avait environ 30 des gens qui étaient sélectionnés pour arriver sur une phase finale à élimination, directe, pour ensuite, désigner un vainqueur de la coupe. C'est un format un peu coupe, c'est pas vraiment un format championnat, quoi. Même si ça s'étale sur, 1 année et bah, ce que j'ai dit moi, c'est que: «Tiens, ce format, il est intéressant, mais tout le monde joue en anglais. J'aimerais bien, faire une ligue, pour les gens qui sont francophones, qui ont pas forcément envie de parler en anglais et puis qui ont envie justement d'échanger». Il y avait toujours ce côté, «Tiens, j'ai envie je fais un tournoi, je fais une compétition, mais j'ai quand même envie de discuter un peu avec mon adversaire pour apprendre à le connaître, quoi». Donc c'est comme ça que, c'est arrivé. En plus, on était en plein covid, donc c'est comme ça que j'ai lancé la structure et c'est vrai que ça sied pas mal à Twilight Struggle, qui est quand même un jeu avec beaucoup d'aléas. Donc c'est important de multiplier le nombre de parties pour, gommer, en fait, ces effets, d'aléas. Donc c'est vrai que l'aléa, bon, bah, des fois, on perd, c'est en notre défaveur, puis des fois c'est en notre faveur. Donc c'est pareil, on a des fois aussi des victoires beaucoup trop faciles. C'est pas toujours évident, mais en multipliant le nombre de parties, on arrive quand même à dégager quelque chose, qui reflète un petit peu le niveau des joueurs. Donc j'avais organisé, la structure du tournoi sous ce format-là et puis, bah, j'ai eu 16 personnes dès la 1re édition, donc on avait fait, 2 poules de 8 et puis chaque joueur, d'une poule je voulais qu'il fasse, 10 matchs en fait, pour que, et on soit justement sur, un relatif, grand nombre de parties et puis 10 c'était un nombre pair et c'était la moitié de ce qu'il y avait pour ITSL, c'était 20 matchs. Donc c'était pas non plus trop prenant, sur une saison qui allait s'étaler sur 1 an. Alors, dans les faits, c'est plutôt, 7-8 mois parce que, je tarde un peu à lancer le tournoi, mais ça tombe aussi sur le trou, au niveau des autres tournois qui peuvent exister. Donc en général, ça commence, avril, voire plutôt mai et puis ça s'étale jusqu'à octobre et donc c'est autour de l'été et c'est souvent la fin de la saison pour, ITSL qui est plutôt lui de septembre à mai-juin, quoi. Donc ça se calait bien. J'avais cette phase de poule où, on jouait un nombre pair de matchs, comme ça on joue autant côté russe qu'américain et puis après il y a la phase finale où, ça se joue en pas sur une seule partie à élimination directe. Je préférais que quand même il y ait, une chance, si on a vraiment une partie, très malchanceuse et donc ça se joue, la qualification pour la phase d'après se joue sur le meilleur de 3 parties, quoi. Donc si on D'accord, gagne les 2 premières, bah, ça peut s'arrêter là. On peut en faire aussi une troisième juste pour le plaisir de jouer contre son adversaire, mais si tu as gagné 2 fois, tu passes à la ma au rang suivant et un truc important aussi, c'est que j'ai fait des règles et qui ont évolué et notamment sur s'il y a des égalités. Il y a eu une phase où, j'avais, tranché, en disant: «Bon, bah, s'il y a égalité sur, si par exemple on fait une victoire, une égalité, puis encore, non, s'il y avait, comment? Ah oui, s'il y a une victoire de chaque côté, puis une égalité, bah, là, comment on départage pour savoir qui passe au rang d'après? Alors au tout début, c'était, je sais plus si c'était je crois que c'était, en fonction des résultats à la phase de poule. Celui qui avait eu un meilleur résultat était qualifié. Il y a eu une année où j'avais dit
celui qui a le plus joué un camp. Parce que je trouvais qu'il y avait un déséquilibre entre, les victoires des Américains et les victoires des Russes. Spécifiquement dans notre tournoi, francophone, on était quasiment sur du 60-40 et donc je voulais en partie inciter les gens à jouer plus les Russes et puis je voulais, contrebalancer en me disant: «Bon, bah, peut-être que, sur notre façon de jouer, les Russes sont un peu plus en défaveur et donc si quelqu'un, choisit de jouer les Russes et qui fait égalité avec, bah, il était plus légitime à passer au rang d'après». Mais ça a pas du tout plu, que je fasse un choix arbitraire comme ça. Donc, on est beaucoup plus sur un système où, on discute des règles, en fait et là, ce qui a été retenu, j'avais fait un gros sondage sur plusieurs autres points, c'était, bah, on refait une partie. Donc c'était pas forcément ma préférence parce que, je trouvais que c'était plus lourd au niveau du planning, surtout que, la phase finale est un peu plus contrainte que la phase de poule. Il faut arriver à dégager du temps pour faire les matchs, mais c'est ce qui a été retenu. Au final, c'est pas plus mal, si c'est, vraiment partagé, bah, on relance une partie et puis, c'est celui qui gagne, quoi. Mort subite, quoi. Ouais. Est-ce que vos parties sont chronométrées? Alors oui, les parties sont chronométrées. J'ai voulu aussi, laisser un petit peu de marge et une porte ouverte, aux débutants. Donc sur la phase de poule, c'est 90 minutes par joueur, alors que sur, ITSL, c'était 60 minutes. Donc on avait quand même 30 minutes de plus par joueur. C'est relativement agréable comment? Un débutant, même si, quand on est débutant, on va peut-être préférer jouer en 2 heures par camp. Faut quand même, heu, Faut savoir que cadrer. quand on connaît bien le jeu, on peut jouer en 45 minutes par joueur, donc déjà 90 minutes pour certains, c'est très, très long et moi y compris, hein. J'aime bien faire, des parties avec un timer de 90 minutes pour prévenir un petit souci, un imprévu, une panne, de connexion, une panne d'internet, un problème, je sais pas, médical, on se sent pas bien pendant 10 minutes, ça laisse une porte de sortie, d'ailleurs, on a eu le cas là, mercredi dernier où, les Israéliens avaient demandé un timer plus long en cas d'alerte, alerte bombardement, voilà, vraiment des imprévus, c'est pour ça que j'aime bien avoir 90 minutes, mais je pense qu'en 60 minutes, on est déjà très, très large et c'est ce qui est important, pour une compétition et justement, c'est ce que j'ai mis après la phase de poule où on est entre joueurs un peu plus expérimentés. Là, j'ai redescendu à 60 minutes, par joueur pour, le temps des parties D'accord. et quand on est rapide, ça peut laisser le temps de faire 2 parties dans une soirée. Ça peut arriver, c'est pas la moyenne, mais on n'est pas très, très loin d'1 heure pour une partie, quand on joue en ligne. Faut savoir qu'on n'a pas la manipulation qu'on peut avoir sur un jeu physique où on manipule des cartes, des jetons. Tout ça, c'est automatisé, ça va quand même beaucoup plus vite et c'est assez fréquent de faire, une partie en 1 heure, quoi. OK. À première vue, il y a beaucoup de parties qui sont jouées. Est-ce que tu sais à peu près combien tu as joué de parties, toi? Les Et parties et honnête classées, et honnêtement, hein, honnêtement. oui, oui, alors j'ai pas regardé, mais je pense que j'ai pas loin de 300 vidéos sur ma chaîne. J'ai essayé de, f prendre en vidéo quasiment toutes mes parties. Il y en a quelques-unes que j'ai pas prises, mais il y en a vraiment pas beaucoup sur, alors, je pense que ça doit faire 5-6 ans maintenant que j'en fais et donc des parties classées, je dois être autour de, je dirais un peu moins de 300, quelque chose comme ça. Des parties contre des amis, je pense que j'en ai fait une bonne cinquantaine, peut-être un peu plus et puis alors, des parties à jouer, contre l'IA sur le téléphone juste pour compter les cartes, pour passer le temps, ça je pense que j'en ai fait, 5 000, un truc comme ça, Oui, J tu trop de j'en ai temps. fait beaucoup, ouais. D'accord, oui, donc ouais, Bah, tu as un beau volume. le fait d'avoir le jeu sur le téléphone, dans les transports en commun, aux toilettes, n'importe quand en fait, je vais faire une petite partie, je vais compter les cartes, et puis pareil sur l'ordinateur,
Des fois, je faisais ça sans réfléchir, je cliquais et j'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup. D'accord, effectivement. Alors de ça, du coup, de ce volume de parties, est-ce qu'il y a des grandes caractéristiques, des grands trucs qui ressortent, sur Twilight Struggle? Alors la question est un peu large, tu parles en termes de stratégie, en termes de mon plaisir à jouer certaines choses? Je En sais plus, pas. alors de stratégie, de pattern, de victoire plus d'un camp que de l'autre. Est-ce que avec un volume de données comme ça, il y a des trucs qui sortent? Ben, c'est pas évident à dire, il y a quand même, parce qu'en fait, apprendre le jeu, ça dépend aussi de son adversaire, quoi. Ça, c'est une réflexion que je m'étais faite et où je m'en voulais un peu et sur laquelle je travaille, aussi. C'est, si tu joues contre l'IA, quand tu es très, très débutant, c'est bien, ça va t'apprendre, ça va te faire progresser. Tu vas apprendre des stratégies. À mon Tu découvres niveau, les cartes aussi. ouais, tu découvres les cartes. À mon niveau, j'apprends plus rien du tout, et comme je suis informaticien, je me suis lancé un peu dans le codage du jeu et pour essayer d'avoir une IA, en fait, sur laquelle, m'entraîner. Parce que l'avantage quand même, de fait de jouer contre une IA, c'est qu'elle est disponible tout le temps. Si je veux mettre pause, pendant, 3 heures ou 4 heures, bah, elle va pas se fâcher, elle va pas m'en vouloir et puis, elle va faire, elle va compiler aussi un peu, un grand, grand nombre de parties, quoi. Donc elle va sortir des stratégies, et donc, il y a ça au final qui joue beaucoup, c'est que mon gros, gros volume de parties, ça a été contre l'IA et j'ai pu voir qu'elle faisait, n'importe quoi et qu'elle sortait des sentiers battus. Alors il y a des fois des petits trucs où je me suis dit: «Ah, c'est pas forcément si bête, pourquoi nous qui connaissons le jeu on le connaît au final beaucoup à travers, des lectures en fait, de l'expérience, partagée par certains joueurs, où on essaye de converger vers des stratégies, mais un peu de divergence, un peu de n'importe quoi, c'est bien aussi, de tester deux-trois choses. Après, il y a aussi quand même beaucoup de parties contre, des joueurs forts et là aussi j'ai appris des choses, mais qui sont plus en termes humains que mes grandes leçons, elles étaient à ce niveau-là, en fait, plus qu'au niveau du jeu en lui-même. Où, l'autre a réussi un petit peu à te sonder, il va anticiper, quelques coups que tu vas faire, ou il va te bluffer. On est un peu sur un niveau de poker, en fait, certaines fois, où, tu joues pas forcément qu'avec ton jeu, tu peux jouer aussi avec le jeu de l'adversaire, si tu sens qu'il est faible, tu vas te dire: «Bah, tiens, je vais attaquer à ce moment-là». Ou si tu vois qu'il a un doute, parce qu'il y a quand même plusieurs façons de gagner dans Twilight Struggle. Il y a le Defcon, il y a la victoire au point, il y a la victoire anticipée avec une carte qui s'appelle Wargames et puis il y a la victoire en fin de partie. Et il y a une autre victoire qui est, très, très, très rare, c'est, le fait de conserver, une carte de décompte, en main. Ça arrive quasiment jamais, mais et donc sur ces différents types de victoires et il y a aussi le contrôle de l'Europe, que j'avais oublié et donc typiquement, on m'avait fait, un piège où, l'autre me faisait croire qu'il pouvait gagner avec, Wargames, qui a une victoire anticipée, parce qu'il était à 7 points de victoire, mais en même temps, je savais qu'il pouvait perdre au Defcon. Je me disons que je sais plus exactement, mais je sais que j'avais le choix entre 2 choses et c'était pas évident, en fait. C'était vraiment une force de mon adversaire de m'avoir faire croire qu'il pouvait gagner de 2 façons différentes et je devais faire le bon choix entre les 2 et je me suis planté et c'est là où j'avais vraiment trouvé que mon adversaire avait très, très bien joué, de d'arriver à me mettre dans une position où, je dois, Tu doutes. faire un choix qui est pas évident. Je doute et ça passe des fois par, des petits bluffs qui sont, alors quand on connaît bien le jeu, on s'en rend compte, comme si c'était une action sous-optimale ou, un petit truc un p qui sort des sentiers battus. On se dit: «Ah tiens là, il y a quelque chose, il faut que j'y réfléchisse», du coup, quand tu y réfléchis, tu te mets à avoir le doute et ça, c'est assez fort, et pareil, je me souviens d'une autre partie assez épique qu'on a pu avoir, sur les parties qu'on fait en équipe nationale ou contre d'autres nations.
où, on s'est retrouvé dans une situation où on a dû réfléchir, réfléchir parce qu'on ils les nos adversaires étaient à un point de victoire. Ils avaient fait une action, on avait compris leur jeu, on savait ce qu'ils allaient jouer et on a cherché une stratégie, pour la contrer et on a réussi à en trouver une qui nous paraissait pas parfaite. C'était la meilleure à laquelle on était abouti et on s'était dit: «Peut-être que, s'ils voient pas les choses comme nous, ils vont passer à côté de la victoire et peut-être qu'on aura notre chance. En tout cas, on n'aura pas perdu tout de suite et on pourra essayer de voir si on survit jusqu'à la fin de la partie». Et donc c'était un France-Israël et assez incroyable. On a réussi à gagner, cette partie au final, à retourner la situation en ne mourant pas au tour 7 alors que, on se voyait perdant et pour en avoir discuté en face, ils ne voyaient pas les mêmes choses de la même façon que nous et je sais pas à quel point on était si perdants que ça, en fait, c'était pas clair, quoi. En tout cas, on avait réussi à passer le cap difficile, à s'en sortir et à tenir jusqu'au bout et là, j'avais vraiment senti aussi ce jeu entre les joueurs, en fait. C'était, plus une histoire de, comment je lis mon adversaire que, quelle stratégie, j'ai, par rapport, au jeu de plateau lui-même. D'accord. Tu nous avais parlé du championnat de France, tu nous avais parlé de ITSL, l'ITSL, oui. et là, tu nous parles d'affrontements entre pays. Du coup, c'est quoi? Oui, C'est une autre compétition? C'est un championnat au c niveau mondial? oui, c'est une autre compétition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions, quand je disais que le travail, de ce Portugais là, Luis Rubio, avait été assez incroyable, c'est que vraiment, il a réussi à refaire vivre, une communauté et vu que la communauté, bah, il y a pas mal de gens, il y a eu aussi différents tournois qui se sont organisés. Il y a eu des tournois en parallèle de ITSL et il y a eu, l'émergence alors ça, c'est un petit peu de mon fait, en tout cas, j'étais le premier à lancer l'idée d'avoir des ligues nationales, donc l'équivalent des clubs, si on était sur le foot, c'est les clubs, enfin les championnats nationaux quoi, plutôt. D'ailleurs, ils ont sorti une ligue, des champions et il y a aussi eu, c'était, la petite, une petite touche en fait où chacun avait un drapeau à côté de son nom pour indiquer son origine. C'est vrai que vu qu'on jouait tous autour du monde, c'était assez naturel de faire ça et du coup, ça a donné, l'idée de faire, des parties par nation, de faire affronter les nations et c'est vraiment un autre style de jeu très sympa. C'est que, ça se joue pas tout seul en fait, ça se joue en équipe. Donc c'est minimum 2, souvent c'est 3, voire 4, 5 et les joueurs, discutent entre eux, des actions qu'ils font. Donc évidemment, il y a qu'un seul joueur qui va cliquer et valider les coups, mais les coups sont mis en concertation. Donc ça permet au sein d'une équipe de, faire se confronter certaines idées, certains styles de jeu et puis, bah, il y a un capitaine qui tranche et si jamais il y avait débat, mais souvent on fait ça avec consensus et ça permet d'affronter, pas mal de nations. Donc il y a des nations qui sont très, très fortes, hein, et c'est assez sympa comme format quoi, de permettre de faire s'affronter des joueurs, en équipe contre d'autres nations, quoi. Et est-ce que du coup, vous voyez des manières de jouer différentes en fonction des pays? Oui, alors ça été la grosse révolution. Moi, quand j'ai commencé à jouer, je me suis, imprégné d'un site qui existe toujours qui s'appelle Twilight Strategy, qui a été fait par un mec dont le pseudo était Theory, qui avait une vision, du jeu qui est aujourd'hui, complètement dépassée du fait, des stratégies amenées par, les Chinois, en fait et qui est et les il y avait une stratégie qui était plus, positionnelle sur le board, essayer de conquérir le monde plus ou moins, alors dans une certaine mesure, mais c'était vraiment plus, les points d'influence qui étaient mis sur le monde qui étaient importantes. Alors que, sur la stratégie, chinoise, c'était plutôt une course au point de victoire et c'est vrai que c'est très important, surtout pour, le camp russe, en fait, là où tu me disais, c'est vrai là, tout à l'heure, tu me demandais toutes mes parties, qu'est-ce qu'elles m'ont apprises?
elles m'ont quand même appris quelque chose et c'est pas du tout un jeu symétrique, même si, les règles et le style de jeu le laisseraient penser. On a 2 superpuissances. Quand on regarde les stats et même quand on regarde, les cartes, on voit que, la stratégie, du Russe, la stratégie gagnante dans presque 50 des cas, je crois, c'est de gagner au point de victoire avant d'aller au décompte final. Donc, ça va être de gagner entre le tour, mettons 4 et le tour 7. Et donc c'est vraiment toute cette stratégie de: «Il me faut des points de victoire», mais du coup, pour les Américains, il leur faut un petit peu de points de victoire, mais pas forcément pour gagner, juste pour éviter de perdre et survivre suffisamment longtemps pour aller, jusqu'au bout de la partie. Ils vont beaucoup plus gagner avec le DEFCON et beaucoup plus gagner, sur le décompte final parce que c'est eux qui ont le dernier mot, qui ont la dernière action du jeu et ils peuvent faire perdre pas mal de points de victoire sur cette dernière action, aux Russes. Donc, alors je me souviens plus quelle était ta question, mais je C'est si tu voyais des manières de jouer différentes en ah fonction des oui, pays en joueurs. fonction de qui, oui, donc il y a eu ça, il y a eu, tout un énorme post, fait par, un Américain, je crois, qui interrogeait ce champion chinois qui était sorti un petit peu de nulle part. Donc c'était vraiment il y avait alors c'était pas sur l'application qui a été développée par Playdeck, hein, que les gens jouaient. Ils jouaient sur, une salle qu'ils appelaient, Wargame Room et ça faisait vraiment un peu scénario, digne d'une série ou d'un film où, tu as un mec sorti de nulle part qui commence à gagner contre tout le monde, qui a une réputation incroyable et le champion, d'avant, en fait, se dit: «Bah, tiens, je vais aller l'affronter» et ils avaient 2 styles de jeu, différents et donc il y en a après qui se sont, justement penchés sur, bah, comment il fait pour être aussi fort et pour gagner et il y avait eu, pas mal de petits points, développés, un autre truc aussi qui est un petit peu, orthogonal, c'est, l'analyse des probabilités, en fait. Donc je disais, c'était un jeu avec pas mal de hasard, mais bah, tu vas avoir des jets de dés. Quand tu fais un jet de dés, où est-ce qu'il vaut mieux le faire, en fait? Et pas se dire juste, «Je fais un jet de dés et je tente ma chance», en fait. Il y a Mmh. vraiment toute une réflexion autour de ça, calculée et ça, c'est vraiment génial d'avoir internet. J'ai pu, accéder à des pages, écrites en coréen ou en chinois avec, un outil de traduction automatique. Alors évidemment, c'est pas de la littérature qu'on regarde, mais on peut avoir accès à des tableaux de stats, des visions, on peut comprendre, en fait, les idées générales et ça, c'est vraiment très, très fort pour apprendre le jeu et voir d'autres styles de jeu. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, les stratégies qui se dégagent, ça dépend de contre qui on joue et donc si on joue dans un cercle un peu fermé, bah, on va un peu se cantonner à une certaine stratégie. Quand tu élargis le cercle, on va découvrir de nouvelles, stratégies gagnantes et ça a été le cas avec l'arrivée des Chinois. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que, les Chinois se sont un peu brouillés avec la communauté. Il y en a beaucoup qui se sont retirés, pour jouer qu'entre eux et alors il y a le côté aussi, difficulté, d'accéder à internet, c'est pas un pays aussi libre que chez nous et donc c'est pas toujours simple pour eux d'organiser des parties, mais je pense ça allait c'était un peu au-delà de ça, je crois qu'il y a vraiment eu une brouille, même si j'ai pas suivi tous les détails de ce qui s'est passé avec la communauté. Je sais qu'il y a eu un certain retrait, des Chinois, quoi. D'accord. Pour revenir un peu sur la France, donc le championnat de France se fait uniquement en ligne, c'est ça? Oui, bah, alors pas exclusivement, mais si des joueurs, habitent, proches l'un de l'autre, moi je les encourage à faire une partie en physique, ça fait toujours, plaisir, mais c'est vrai qu'avec en plus nos rythmes, de darons là maintenant, plus difficile que quand on était étudiant de sortir un jeu de société donc en semaine, se caler 1 heure, en soir de semaine ou voire 2 heures, c'est quand même, assez jouable quoi, et du coup, c'est plus facile de le faire en ligne, hein. D'accord, parce que justement, donc il y a effectivement ce côté facilité du jeu en ligne, mais du fait de faire du tournoi et pas juste du loisir, est-ce que c'est pas dommage de perdre justement ce face à face, tu vois?
de cet affrontement autour d'une table, avec un autre joueur. Ah! Le fait que ça soit en ligne, oui, c'est vrai que, Ouais, tu vas pas voir, les expressions, de l'autre, et les petits coups alors de pression, les j'ai fait quelques parties, pas beaucoup, mais je crois que contre Fredo, j'en ai fait une où, on avait quand même pris le micro. Donc on voyait pas le visage, mais on pouvait entendre l'autre couiner quand il ratait son jet de dés, par exemple, ou l'autre Fred, pouvait nous elle est entendre pour toi nous-mêmes, celle-là. c'est réflexif, hein, ça pouvait être nous-mêmes qui, râlions un peu à avoir soit une mauvaise main, mais heu, mais je pense que, même à travers internet, alors déjà, il y a le chat, donc des fois, on se prive pas, de faire des petits commentaires, et puis, on peut le sentir aussi, sur le temps de réflexion, le temps de réaction, la vitesse à laquelle l'autre peut jouer. On peut sentir s'il est agacé ou pas. Il peut y avoir des petites choses comme ç qu'on peut détecter. Alors c'est vrai que c'est moins palpable que quand on est l'un face à l'autre, mais, c'est des petites choses qu'on va pouvoir détecter ou par exemple, soit un misclick, soit, on se rend compte que l'autre a vraiment fait une petite erreur ou par exemple en inversant l'ordre, de coups d'un certain ordre de coups et on se dit: «Oui là, il a dû être agacé, il y a dû avoir un truc quoi» et puis on D'accord est enfin et même on peut voir aussi, les échecs, enfin la malchance qu'un autre peut avoir et donc on peut sentir, peut-être un certain bouillonnement, en se disant, qu'à sa place on c'est ce qu'on ressentirait quoi. ce qui pourrait être sympa du coup, c'est, faire des pour le championnat de France, des phases de poule en ligne et puis, se retrouver un week-end pour les phases finales. Ah, si, on habitait tous, au même endroit, oui, ça c'est vrai que si en plus moi j'aimerais, hein, si j'avais, le matériel vidéo qui va bien, filmer, ces parties et tout, même si, c'est pas moi qui joue, tu vois? Par exemple, juste en tant qu'organisateur et puis les retransmettre sur ma chaîne, je pense que ce serait vraiment très sympa, ouais. D'accord. Au niveau de la population qui joue à Twilight Struggle, le wargame est assez, âgé en général. Est-ce que c'est le cas pour ce Twilight Struggle ou, justement ce côté compétitif, un peu board game, ça ramène aussi des jeunes? Et ben, bonne question. Ou est-ce Non, que je tu en pense sais rien du tout? que je pense que, bah, il y a aussi le jeu, il a un peu plus de 20 ans maintenant, donc les gens qui y jouent, alors moi, j'en connais des jeunes, hein, j'en ai un à côté de moi là, il a découvert Twilight Struggle grâce à son papa, mais je sais pas s'il y a tant de jeunes que ça qui y jouent. Je pense que, c'est entre 30 et 50, 60 ans la population des gens qui participent, au tournoi, mais puis bon, les années passant, on vieillit tous un peu, donc ça décale un peu, Je vois pas de quoi tu parles. mais ouais, je pense pas avoir vu tant de jeunes que ça, entre 20 et 25 ans. Je pense que, cet âge-là, les gens, font plus la fête qu'ils jouent à des jeux de société, ou ça dépend un petit peu de leur cercle, proche, quoi, à quel point ils ont accès aux jeux de société, OK, mais c'est il y a quand même des pas gens qui connaissent Twilight Struggle, hein, donc ça, c'est quand même pas mal. donc Twilight Struggle, c'est pas vraiment un point d'accès pour faire venir du monde, en tout cas pas en mode tournoi, quoi. C'est Oui, oui, beh, il y a un moi, j'ai un petit peu essayé quand même de contacter à gauche, à droite de 2-3 personnes, notamment, en fait, ce qu'on a noté, c'est que le covid, ça a quand même pas mal changé notre société et un jeu, qui a pris beaucoup d'essor, c'est les échecs, en fait, depuis le covid et d'un certain côté, Twilight Struggle, en étant un jeu d'affrontement, à 2, aurait pu, bénéficier de ça, et peut-être on a un peu bénéficié, je sais pas. En tout cas, il y a peut-être eu une migration du jeu de plateau vers le jeu en ligne, quoi, mais on est très, très loin du succès, des échecs et c'est dommage, mais j'ai quand même essayé de justement de le faire découvrir, à gauche, à droite, mais ça a pas trop, il y a pas j'ai pas eu d'écho, quoi. Peut-être que ça viendra plus tard, hein. En tout cas, moi, j'ai mis tout mon matériel, en ligne et donc peut-être qu'un jour l'algorithme,
donnera, sa chance, aux vidéos et fera venir, 2-3 personnes, sur le jeu, quoi. Si elles sont N'empêche que, pas vas-y. n'empêche que j'ai été surpris, c'est que, on a eu un peu de turnover, sur la ligue française et bah, cette année, j'étais agréablement surpris. On a réussi à réunir 16 joueurs alors qu'on avait, eu une petite baisse, une dizaine de joueurs, l'an passé et il y a des têtes nouvelles qui viennent essayer, la compétition donc ça me fait bien plaisir, C'est bien. Et est-ce que tu parles de cette compétition, en dehors des cercles de Twilight Struggle ou c'est quelque chose qui reste vraiment, dans le noyau dur, quoi? Alors, quand tu dis en dehors des cercles, quand même dans le cercle des jeux de société ou? Par exemple, oui. Bah, au final, ou pas tant que ça. Mais je suis pas tant dans ce cercle, de jeux de société, même si, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire des rencontres, je saute dessus si j'en ai la possibilité. C'est-à-dire que, Je peux si témoigner. j'arrive à faire garder mon fils à gauche ou à droite et avoir un ticket de sortie. Mais, non, c'est pas toujours, quelque chose que je mets en avant. J'ai pas envie de l'imposer aux gens, en fait, mais ça m'arrive d'en parler, en tout cas à mes amis, où, j'en ai beaucoup parlé et tout le monde sait que, je joue à Twilight Struggle, de façon compétitive et ça mais justement, j'ai vu les réactions de pas mal de gens qui pourtant aiment bien les jeux de société, alors il y avait peut-être aussi un côté, eux aussi aiment bien gagner et donc tomber sur quelqu'un qui connaît le jeu par cœur, bon, c'est pas forcément très agréable, de se dire: «Je vais me taper, je sais pas 5-6 parties pour apprendre le jeu et sur ces 5-6 parties, je vais perdre à chaque fois parce que je suis face à quelqu'un qui connaît bien le jeu» et qu'après ce ticket d'entrée de, «J'ai perdu quelques parties», je vais pouvoir apprécier à mon tour le jeu et peut-être, gagner, un peu plus souvent, quoi. D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé de compétitif sur Twilight Struggle. Est-ce que tu as fait d'autres jeux en compétitif? Oui, bah, Labyrinthe alors peut-être? j'avais Labyrinthe, j'en avais parlé, mais je l'ai fait qu'en physique, parce que alors Labyrinthe, ce qui était génial, c'est que, le jeu est un petit peu plus court que Twilight Struggle, donc en physique, ça s'y prêtait bien. On pouvait faire des parties, en 1 heure et il y avait un scénario qui était très, très bien. C'était, celui de la première extension où, comment ça s'appelle? Il y a le califat, comment ça s'appelait? Bah, Daesh, quoi. C'était lié à Daesh et c'était un super scénario, d'un point de vue historique et d'un point de vue ludique, en fait. Le jeu était beaucoup plus équilibré, il y avait beaucoup moins d'aléas et enfin, disons qu'au début, il y avait beaucoup d'aléas, mais que l'extension, justement, a amené des mécanismes pour lisser l'aléa. Si je devais, ouais, faire des conseils pour Twilight Struggle, ce serait arriver à trouver un petit mécanisme pour lisser un petit peu l'aléa, je sais pas trop comment on pourrait s'y prendre. Et donc j'avais fait des tournois, de labyrinthe que j'avais beaucoup appréciés et il y aurait dû avoir aussi une version, internationale de compétition pour labyrinthe. Je m'étais inscrit, et ça a jamais vu le jour en fait, mais ouais, c'est très sympa et c'est pas vraiment compétitif, mais c'est quand même, très, très bien organisé. Autour d'Io Stand, il y a beaucoup de parties, il y a une énorme communauté qui s'est mis en place avec un système de classement des joueurs et ils ont une forme de compétition, annuelle où, bah, les vainqueurs sont sélectionnés puis remis entre eux, alors je dis que c'est moins compétitif parce que c'est quand même Io Stand, on n'a pas vraiment de stratégie enfin, les stratégies gagnantes sont moins claires et ça se joue plus, au niveau de la chance et des êtres humains, quoi. Mais il y a quand même, des choses à faire et c'est pas mal et j'ai aussi participé à une espèce d'expérience où, on enchaîne, Tanto Monta, donc qui est pas fait par Ed Beach. Donc Ed Beach, c'est celui qui a fait Your Eye Stand et Virgin Queen
mais dans le même système sur, la période, 2e moitié, du 15e siècle jusqu'à la f au du tout début du 16e siècle, il y a Tanto Monta qui est sorti récemment et donc sur le jeu en ligne, il y a, je suis sur une partie là où, bah, on attend que le round sur, la partie, Io Stand soit terminé pour enchaîner sur la partie, Virgin Queen et ça arrivera, je sais pas quand. Ça fait déjà, pas loin d'un an, je crois, hein, que j'ai terminé, la session Io Stand, donc ça devrait pas tarder d'arriver, je pense. Il faut pas être pressé si tu enchaînes les 3 là. Ouais, ouais, ouais et je suis alors j'étais sur une autre, game aussi, un autre système de tournoi pour, IR Stand mais on s'est pris la tête et j'ai un peu jeté l'éponge. C'était d'enchaîner 6 parties de IR Stand avec 6 joueurs, les mêmes 6 joueurs, en faisant tourner les places. C'est-à-dire que tu fais une partie, avec chaque puissance, quoi. D'accord, Donc rigolo. ça aussi, ça fait 2 ans que j'étais dessus et j'ai jeté l'éponge, il y a plus ou moins un mois, quand on était à Thionville, là. Et puis bon, Thionville, c'est pas vraiment de la compétition, mais on n'est pas si loin que ça non plus quand même, Non, c'est vachement sympa. tout à fait. Si on quitte un peu le milieu compétitif, qu'est-ce que tu aurais comme top 3 des wargames dans ton cœur? Wargame, Warto, board game, comme tu veux. Ah bah, Europa Universalis, hein, celui-ci, c'est quand même un jeu que j'affectionne tout particulièrement et peut-être qu'un jour, on pourrait y jouer en ligne, je sais pas, pour faire plus souvent des parties, mais je le sors, dès que je peux, quoi. Vraiment, donc c'est, le dernier, hein, The Price The of Price Power, of c'est Power pas de d'Aegir Game, ouais. ouais, c'est pas le jeu qui a 30 ans, qui a été, à l'origine d'un énorme jeu vidéo, mais je doute pas qu'il soit sympa. Il y a, comme autre jeu un peu ayant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un super jeu de société ayant amené un jeu vidéo, c'est Civilization, celui que j'ai testé là. Alors moi j'affectionne particulièrement, c'est la version de Sid Meier, de 2010 là. Ce jeu de plateau-là, je l'aime beaucoup, j'ai essayé de le ressortir, il y a pas si longtemps et je sens qu'il a un petit peu vieilli, ou que, disons plutôt, les joueurs d'aujourd'hui sont moins adaptés aux jeux de société. Le jeu de société, lui, il reste vraiment excellent, mais je pense que on a un petit peu d'autres habitudes, d'autres façons de jouer qui ont émergé et qui font que ça correspond moins aux joueurs, d'aujourd'hui, quoi. Et Je viens puis de si je regarder, dev c'est bien une des versions auxquelles j'ai joué et je confirme qu'il est vraiment très sympa. ouais et puis alors, un troisième. Alors si je cite pas Twilight Struggle, on va dire, qu'est-ce que je mettrais comme autre jeu, que j'affectionne? Bah, il y a quand même Respublica Romana. Alors, c'est pas un jeu militaire, c'est pas un jeu c'est surtout un jeu d'histoire ou alors peut-être Io Aistan, j'adore Io Aistan, tout autant que Respublica Romana, c'est vraiment des jeux géniaux, quoi. Donc ça, c'est Et puis, vraiment ouais, je sais même pas si je pourrais les départager, bon, c'est marrant parce que du coup, il y a un pattern quand même qui ressort de tes 3 jeux, c'est des jeux à 4 ou 6 joueurs, enfin c'est du jeu nombreux, quoi. Oui. Alors Europa Universalis, il faut savoir que j'y ai beaucoup joué tout seul aussi. C'est, vraiment le jeu, le bac à sable, parfait par excellence pour moi. C'est que tu peux y jouer tout seul, tu peux tester, des petites factions, des grosses factions, tu peux tester, différentes périodes historiques, il y a plein de choses à faire avec, il marche très, très, très bien. Son seul défaut, c'est d'être un tout petit peu long et encore, ça fait aussi une partie de ses charmes, d'avoir le Oui, temps de faire des grosses parties, comme celle de 2 jours qu'on a fait à Thionville, ouais, qu'on ouais, n'a ouais. pas fait jusqu'au bout, heureusement, parce que ça commençait à être long. Bah, alors, en fait, on l'a fait jusqu'au bout. Oui, enfin, C'est-à-dire on a terminé qu'on la partie. on a terminé la partie, on n'a pas fait toute la période historique, prévue par le scénario, mais
il y a eu une condition de victoire qui a fait que le jeu se terminait avant mais c'est vrai qu'Europa Universalis peut faire partie de ces jeux où tu perds tes amis, mais comme Respublica Romana, hein, ça fait partie aussi de ces jeux, et ça fait aussi partie de ces jeux où les joueurs font beaucoup, en fait. Oui, enfin, en fait, Sur, ça le crée une plaisir que tu ambiance. Voilà. sur le plaisir que tu peux prendre à une partie, les gens autour de la table vont y être pour beaucoup, et je me souviens que, sur une partie de Respublica Romana, avec Gonzague et Thomas, on avait eu des moments assez épiques, des retournements de situation dans tous les sens, quelques crises de nerfs, des réconciliations, beaucoup d'émotions et au final, on en avait retiré que du positif, quoi. C'était très, très bien. À quoi est-ce que tu joues en ce moment, ces derniers temps? Eh En dehors de ben, Twilight Struggle, évidemment. ouais, alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, je quand même, j'essaye un peu de jouer aux échecs, d'apprendre, ça c'est pour des raisons un petit peu personnelles, mais ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui joue très, très bien aux échecs, donc j'essaye de me dire, de monter un peu mon niveau. J'ai essayé de sortir, mais j'ai oublié un voilà, tu fais bien de poser la question. Pas plus tard que, il y a 2 3 jours, je me suis pris une branlée par mon fils, à Triomphe et Tragédie et je Ouf! m'en veux de ne pas l'avoir cité parce que ça fait aussi partie de mes jeux de cœur, Je te c'est l'accorde en génial. joker, celui-là. Ouais, 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 bah, j'ai un peu sous-estimé mon fils, mais il m'a bien surpris, et là, bon, alors évidemment, mon fils ne peut pas jouer, autre chose que les gentils, un côté très manichéen. Et donc, je joue toujours les Allemands et j'ai tenté de faire une agression, quand j'étais pas suffisamment prêt, surtout j'avais pas les bonnes technos et en face, il avait fait la techno, de façon surprise, donc il m'a bien retourné. Donc ouais, Triomphe et Tragédie, c'est vraiment un jeu, que j'apprécie beaucoup et qui est beaucoup plus proche d'un wargame que les autres jeux que j'avais pu citer d'ailleurs. Donc je joue à ça. Qu'est-ce que, alors j'y joue plus trop en ce moment, mais j'ai vraiment eu une énorme période aussi, Assaut sur l'Empire, très, très sympa, petit jeu de positionnement, un peu de jet de dés. Il y a un côté on faisait des campagnes, j'en ai fait beaucoup avec Gonzague. Je fais des jeux avec mon fils aussi, ça c'est un volet, je sais pas si tu avais prévu, mais en plus des jeux, il y a aussi le côté avec qui tu joues que je trouve très important, quoi. Mais qu'est-ce que je joue? Bah, avec mon fils, souvent, on joue sur Mémoire 44. Ça, c'est un jeu qu'il adore, qu'est-ce que je peux dire, Après on a tous des ludothèques énormes, hein, je pense, avec des jeux qu'on sort pas souvent et des jeux qu'on affectionne beaucoup, et sinon, bah, j'ai de la chance d'avoir quelques personnes dans mon entourage qui sont moins comme moi à creuser, ou à ressortir des jeux parce qu'on les a bien aimés. Ils sont plus dans je découvre des nouveaux jeux, donc ils me permettent de me tenir un peu à jour, Et de te de ce sortir qui de ta peut zone de confort, sortir, quoi. déjà sortir un peu ma zone de confort, mais surtout, bah, de me tenir à jour des jeux qui peuvent sortir, qui peuvent exister, quoi, alors il y a aussi un jeu là auquel j'ai joué il y a vraiment pas longtemps cette semaine, c'est Behind. C'est pas du tout, un jeu stratégique, c'est un jeu de puzzle et d'énigmes. On n'est pas loin d'un escape game, mais en sous format d'un puzzle et tout, et j'aime beaucoup. J'avais dévoré, la boîte 1 et la boîte 2 est sortie cet automne et je me la suis achetée il y a vraiment pas longtemps et j'y ai joué, la semaine dernière, je crois, donc très sympa aussi, Behind. Je recommande à ceux qui ne connaissent pas. D'accord, je connais pas, j'irai jeter un coup d'œil, justement. Mais ouais, je sais pas si je pense que j'ai une palette assez large dans les jeux de société, même si j'ai un gros volet histoire, j'aime les petits jeux apéro, j'aime les gros jeux, jusqu'à 24 heures, ça me fait pas peur, quoi. C'est juste un peu plus dur à sortir le week-end, quoi.
Voilà. Mais maintenant j'ai la table qui va bien, je je pense que tu vois de quoi je parle. Mais, ces tables-là qui sont faites pour les jeux ou qui sont creusées et tu peux laisser le jeu en place sans y toucher, pendant une semaine et le ressortir le week-end d'après, ça marche super bien ou le lendemain si les gens étaient motivés pour revenir le lendemain. Mais Ah ça bah, ce qui marche vraiment bien, c'est avec mon fils. En semaine, on va jouer, on va faire des très, très gros jeux, il est jeune et pourtant on arrive à sortir, des parties d'Europa Universalis ou de Triomphe et Tragédie et on peut étaler ça sur, 2 semaines, sans problème, quoi. c'est cool ça. Se se générer génétiquement ses propres opposants, c'est une bonne idée ça. Oui, alors je pense que ça se vient naturellement, c'est que, À force de on voir est un papa peu jouer. on est les héros de nos enfants, quoi et donc ils veulent faire comme Ah, nous et puis, ouais. Ou alors, enfin, si j'ai bien compris, toi tu joues toujours les pourritures, donc je sais pas si tu es le héros du fils, mais ah bah, je suis le héros dans le sens où, je fais des trucs cool et il a oui, envie de oui, les faire avec moi, quoi. Mais c'est ouais, vrai ça qu'il crée se un lien. refuse, c'était pareil dans Mémoire 44, hein, jamais il jouera les forces de l'Axe. C'est marrant ça, c'est marrant. Ah bah écoute, je te propose sur cette petite parenthèse familiale d'arrêter là, Oui. sauf si, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou pas. Ah bah, je suis un grand bavard, hein. Moi, je pourrais parler encore pendant longtemps, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour, de la question. Il y avait C'est peut-être ça. juste le volet, là, dont j'évoquais de avec qui on joue, en fait, qui est sympa. C'est vrai que quand on fait des compétitions, moi, j'adore jouer contre des joueurs qui sont très forts, qui vont me tirer vers le haut. Mais j'aime aussi beaucoup jouer contre, des novices, qui vont, avoir une approche un petit peu plus, chaotique ou, qui va sortir des sentiers battus, ça c'est très sympa et j'adore jouer, faire découvrir des jeux qui m'ont passionné et les faire découvrir, soit à mon entourage, donc des amis, des collègues de travail, ou à la famille aussi, tout ça j'aime beaucoup, quoi et c'est aussi ça que je retiens, c'est, avec qui tu as passé des bons moments, quoi. De toute manière, les parties dont tu te souviens le plus, c'est celles où tu as passé un bon moment avec les potes, de toute manière. Oui, il y a aussi, les parties sur lesquelles j'ai ragé, en compétition, Oui, celles-ci, ça je c'est le les ai côté pas oubliées. compétitif. Mais celles qui, oui, 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 je préfère, me remémorer, les bonnes parties, avec mes amis, quoi. Même si, ça s'est pas toujours bien passé, même s'il y a eu des réactions un peu exagérées, un peu violentes, où on s'est dit des choses. Si, au final on s'est réconciliés, tout ça c'est oublié et pour moi j'en garde qu'un bon moment, quoi. Du coup, tu m'inspires une dernière question. Heu, Est-ce que tu as besoin de ce côté, jeu avec les amis pour te reconnecter, quand tu es tout le temps câblé en mode tournoi, compétitif? Bah, faut dire que j'ai quand même fait une grande pause là, du côté tournoi, donc ça serait plutôt un peu l'inverse. Mais, oui, oui, je sais que, il y a quand même, beaucoup de stress quand on fait une partie. Il faut quand même, être assez solide, moralement pour jouer à Twilight Struggle, parce que c'est vraiment un jeu qui est sur le fil du rasoir tout le temps. Ça, c'est en ça que qu'il est génial, c'est que, il retranscrit bien, je pense, ce qu'ont pu ressentir certains dirigeants pendant, la guerre froide et c'est ce qu'on revit quand on y joue et si on n'a pas bien dormi, si dans notre vie ça va pas trop, bah, c'est difficile, de faire une partie, compétitive de ce jeu. Donc le fait de, jouer avec, heu, des amis ou juste même les mêmes personnes avec qui contre qui on joue compétitif, mais de se dire: «Ah bah, là, pour une fois, on se fait une partie, amicale, sans enjeu en tout cas». Bah, ça fait du bien ça, ouais, de se reconnecter, comme ça, et de jouer un petit peu plus à la cool, ça fait du bien de temps en temps, ouais. Et est-ce que vous savez vraiment faire des parties à la cool quand vous avez l'habitude de vous affronter en tournoi? Ouf. Bah, oui, je Parce que pense que tu as toujours les mécaniques quand même où tu vas compter les cartes, tu vas te dire: «Attends, il a ci, il a ça». Donc en fait, à part ou l'enjeu du tournoi,
les mécaniques, mentales et cérébrales sont les Si, mêmes. ce qu'on va faire, c'est que, on va plus le faire en discutant, en fait. Et puis, on va, un peu plus parler avec l'autre en se disant: «Bon, bah, je sais que tu as ça et tout, comment tu veux le jouer?» Tu vois? On va un peu dévoiler son jeu ou, essayer de questionner l'autre, en fait, pour, un peu dédramatiser, en rigoler et dire: «Bon, alors vas-y, lance ton dé», mais ça rate tout le temps ou des trucs comme ça, enfin, D'accord. c'est quand même plus bon enfant et puis, vu qu'on se met pas la pression, que c'est pas grave si on en tout cas, moi, je me mets toujours un peu la pression quand je fais des parties et c'est pas toujours facile à accepter, la défaite, quoi. Alors que quand il y a moins d'enjeux, ça fait déjà, une grosse partie et un gros point en moins de pas s'être mis la pression, quoi. OK. Du coup, bah, sur cette, dernière question improvisée, on va Ouais. clore là cet entretien. Donc comme vous l'avez compris, il est bavard, donc si nécessaire, on fera une V2 de l'entretien. En tout cas, je te remercie Franck de nous avoir présenté Twilight Struggle et le monde compétitif qu'il y a autour, que ce soit en France ou à l'international. Bah, Et si je peux t'interrompre 2 secondes, c'est quand même moi qui te remercie. Je m'attendais pas du tout à cette invitation, ça m'a touché donc merci beaucoup, il n'y a pas de problème. C'est aussi pour ça que j'avais fait mon dépucelage de Twilight Struggle avec toi. C'est aussi pour comprendre un petit peu les mécaniques derrière et qu'il faudra qu'on fasse quelques parties parce que je suis du genre à vouloir creuser un peu le truc Eh ben, et rien dire face au brevet. je serai là pour t'emmener, au plus profond. On peut creuser, il y Merci. a pas de souci. J'ai le matos pour ça. Mmh, Je te remercie. Je vous dis donc à bientôt sur French Wargaming et bien bientôt aussi pour d'autres formats Gueule de Wargamer. C'était donc Franck, aka Neige, champion de France de Twilight Struggle et animateur de la communauté francophone notamment. Merci beaucoup Franck. Merci à tous. merci à Au revoir. tous.